Les taux de succès qu'on a en ambulatoire, quand on compare la bithérapie avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, sont la mortalité de 1 pour 1000. C'est la plus basse mortalité rapportée au monde. On a traité plus de malades, on a fait bien sûr plus de publications que tous les autres. Les 5 qui ont le plus publié en France sur le Covid-19 sont tous ici. Bien sûr, c'est le procès de la réussite. D'abord, il y a l'essai initial sur l'hydroxychloroquine. Ce que vous reproche le Conseil de l'Ordre, c'est d'avoir réalisé cet essai sans groupe de contrôle. Moi, je suis pas médecin, c'est pas mon boulot, vous l'avez rappelé, mais du coup, je me dis comment comparer en effet avec des patients non soignés à l'hydroxychloroquine, alors le fait qu'on guérisse du Covid dans 95% des cas. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Non, encore une fois, il y a une confusion que je vais essayer d'enlever parce que c'est compliqué. Parce que c'est là-dessus que vous avez dû vous expliquer. Oui, mais si vous voulez, 1 an et demi, c'est tellement ridicule quand je vous dis qu'on a traité 30 000 personnes avec hydroxychloroquine, azithromycine. Bien entendu, c'est le premier qu'on ait fait. Le premier qu'on ait fait, on n'a jamais parlé de soigner les gens, de traiter les gens. Ce qu'on a regardé, les Chinois avaient mesuré le temps moyen de persistance du virus chez les gens qui étaient infectés et avaient noté qu'il était de 28 jours. D'accord? Donc la moyenne du portage en Chine était de 28 jours. Donc nous avons déposé un essai tout à fait officiel, qui a eu un CPP, en disant nous ne faisons pas de contrôle, nous regardons juste la persistance des virus quand on donne de l'hydroxychloroquine chez les patients, et on a trouvé que ceci était inférieur à la littérature. Il se trouve que, par chance, comme peu de gens faisaient les tests à l'époque, comme vous vous en souvenez, les gens de Nice ne faisaient pas de tests, qui nous envoyaient les tests de leurs malades, mais qu'eux n'étaient pas inclus dans notre essai, et qui nous ont servi de groupe témoin. Comme on fait tous les groupes témoins, d'ailleurs, dans les études, il y a des groupes témoins où les malades sont les témoins dans le même centre, et il y a des groupes témoins dans lesquels les malades sont dans des centres différents. Donc tout ça est très banal, en réalité. Encore une fois, très concrète. Aujourd'hui encore, en novembre 2021, vous utilisez l'hydroxychloroquine ici, avec vos patients? Ici, moi, j'ai plus de patients. Non, mais comme je vous l'ai dit. Oui, mais bien sûr, c'est toujours utilisé. C'est le meilleur traitement qui existe au monde actuellement. Donc là-dessus, vous n'en démordez pas. Mais il s'agit pas. Vous savez, vous pouvez, vous, avoir une opinion. Moi, j'ai essayé d'expliquer. Moi, j'ai pas d'opinion. Si, je vais vous dire, au bout de 100 personnes, on avait vu qu'il y avait des accidents avec l'hydroxychloroquine, ce qui m'aurait surpris, parce que ça a été distribué à des milliards de personnes. Mais voyez, on ne s'intéresse pas aux mêmes choses. Moi, comment est-ce que des gens, y compris vous, avez pu colporter l'idée que l'hydroxychloroquine tuait 10% des gens quand cette drogue a été donnée à des milliards de personnes? C'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Cette drogue? Oui, ça s'appelle une drogue. Un médicament s'appelle une drogue. D'accord. Professeur Raoult, voilà une crise sanitaire qui paralyse le monde depuis 1 an et demi. Enfin, si c'était le remède miracle, quel intérêt de ne pas s'en servir? Non mais non mais regardez. Encore une fois, question de bon sens. Mais question de bon sens. Regardez les données. D'abord, vous savez qui c'est qui est mort dans le pays? Qui est mort? Alors, 50% des papiers qui est en cours. 50% des gens qui sont morts dans les EHPAD. D'accord. Et on pratique une grande partie pendant la première phase qui a été si mortelle parce qu'on leur a pas donné de soins. Donc si vous soignez pas les malades, ils meurent. La vraie question, c'est est-ce que ça marche ou pas? Ah ben oui, ça marche. Mais d'ailleurs, à peu près 80% de tout ce qu'on a dit est utilisé et recommandé par l'HAS. C'est nous qui avons dit qu'il fallait mesurer l'oxygène, qu'il fallait éventuellement faire de l'oxygène à la maison, qu'il fallait faire attention et anticoaguler les... Et si moi, je suggère à vos téléspectateurs, plutôt que de se laisser enfumer par les différents médias, de regarder, c'est très simple, vous regardez Covid, vous tapez sur votre ordinateur Covid, Johns Hopkins. D'accord? Vous regardez ça. C'est l'Institut américain. Voilà, qui collecte tous les jours, il y a le nombre de cas, le nombre de décès et le nombre de vaccins. Ouais. Et comme ça, ils se font une idée par eux-mêmes sur est-ce que les vaccins marchent, est-ce qu'ils marchent pas, est-ce qu'il y a beaucoup de cas, est-ce qu'il y en a pas, est-ce qu'il y a beaucoup de morts, est-ce qu'il y en a pas, est-ce que ça augmente, est-ce que ça diminue. Il faut le regarder tous les jours parce que ça n'est pas, vous voyez bien que dans les informations, vous triez celles qui vous intéressent pour aller dans le sens de ce que vous croyez être la réalité. Quand l'OMS dit l'Europe est redevenue l'épicentre l'OMS dit un peu ce qu'il veut. Enfin, comment? L'OMS dit un peu ce qu'il veut. C'est pas sérieux l'OMS? Ça dépend quoi. C'est complexe. C'est acheté beaucoup par Bill Gates quand même. Hein. Beaucoup. Bill Gates achète l'OMS? Beaucoup, oui. Oula. Beaucoup. Là, on est sur un dérapage complotiste, là. C'est pas complotiste. C'est le financier majeur de l'OMS. D'accord. Vous avez qu'à le regarder, c'est comme votre métier. D'accord. Alors, tout ce que je dis, c'est pas compliqué. Vous pouvez le regarder.
Et alors Bill Gates, il a un intérêt quelconque à trafiquer des chiffres ou des données? Il n'a pas un intérêt à trafiquer les chiffres. C'est pas ça. Là aussi, il y a une émotivité, une réactivité dans cette maladie qui amène à faire des déclarations intempestives et trop précoces, à prendre des décisions en urgence dont le temps dira que elles étaient prématurées. Et l'OMS avait pris la décision, par exemple, d'arrêter la chloroquine dans les essais. Puis ils l'ont remis ensuite, ultérieurement. Bon, donc bien sûr, décisions qui sont prises au niveau de l'OMS. Et encore une fois, si bien sûr, moi je peux vous dire, ça aussi, vous pouvez le regarder. C'est une accusation terrible. Regardez, il y a la vidéo du plus grand spécialiste des épidémies au monde, s'appelle Muyombe, qui vit au Congo, et qui raconte que l'OMS lui a imposé de tester le remdesivir dans Ebola, qui n'a pas du tout marché. C'est l'OMS qui a dit, si vous le faites pas, on vous finance pas. Alors, ces gens ne font pas un sou. Quel intérêt pour Bill Gates, pardon de revenir là-dessus, mais quel intérêt pour Bill Gates dans tout ça? J'en sais rien, mais globalement, si vous voulez, la politique vaccinale du monde est dirigée par Bill Gates depuis une quinzaine d'années. D'abord par le Gavi, et ensuite maintenant directement par l'OMS. Est-ce que la vaccination empêche la circulation du virus et de l'épidémie? Ça, je suis pas convaincu. Si vous regardez la corrélation entre la vaccination et l'épidémie, je suis pas convaincu que l'efficacité de la vaccination pour bloquer l'épidémie ait été démontrée. Voilà. Il suffit de... Non. Votre opinion ne m'intéresse pas. Regardez juste John Hopkins. Je ne parle pas de... Vous regardez le nombre de vaccins faits, vous regardez si ça a empêché une épidémie. La France semble mieux résister avec 75% de la population totale. Vous allez dire ça, mais l'Angleterre n'a pas résisté du tout, Israël pas du tout, l'Islande pas du tout. Ils ont commencé la vaccination bien avant vous. Non mais vous voyez bien, c'est triste. Moi, si vous voulez, je vous ressors mon tour de carte pour vous montrer que j'ai toujours raison. Hein. Je prends le pays que je veux et je vous dis voilà, mais dans ce pays c'est comme ça. Et vous me dites non. Et vous me dites dans ce pays c'est comme ça. Non. Après dedans, qui est circonstanciel. Je peux quand même vous poser des questions. Vous pouvez me poser des questions, mais le mieux, c'est de regarder aux faits. Je vous ai dit, on fait pas partie du même monde. On va essayer de rester dans... Chacun à sa place. Chacun à sa place. Donc, rassurez-vous, je ne vous pas la vôtre. Vous avez qu'à regarder, si ça vous intéresse vraiment, si c'est pas juste du colportage d'opinion, vous avez qu'à regarder, et tous les spectateurs ont qu'à regarder le site du John Hopkins sur lequel il y a tous les pays, dont la France. Mais je peux pas vous laisser dire que Bill Gates contrôle la politique vaccinale du monde. Enfin, je veux dire, c'est tellement énorme. Mais regardez, il y a quelque chose qui s'appelle le Gavi. Ce que c'est-à-dire que la politique vaccinale de l'ensemble du tiers-monde a été financée par Bill Gates. Ça, c'est autre chose. Non. C'est pas tout à fait la même chose. Et que depuis, Bill Gates doit fournir à peu près la moitié du budget de l'OMS. Et que Bill Gates disait, c'est aussi facile à retrouver, qu'il y aurait une pandémie, qu'il faudrait faire un vaccin en 6 mois. Et il disait ça il y a 4 ans. Je sais parce que je connais le conseiller scientifique sur les maladies infectieuses de Bill Gates, et je lui ai écrit un mot en disant mais est-ce qu'il va bien ou est-ce qu'il va pas bien? C'est dans mes mails, c'est facile à trouver. Donc, ça veut dire quoi? Je comprends pas pourquoi vous avez envoyé ce mail. Parce que je ne comprenais pas, je comprends toujours pas comment on peut faire un vaccin dont on est assuré la sécurité en 6 mois. On peut pas le faire. Et on le voit bien. Non, mais vous me dites Bill Gates, ça a dit il y a 4 ans que... Non, mais vous savez, on n'est pas... Non, relance toutes les théories. Mais là aussi, je vais vous conseiller un autre site. C'est comme ça, vous verrez, les médecins pour qui dont je pense qu'ils ont un certain degré de liberté et ceux qui n'ont pas de degré de liberté, qui est un site qui s'appelle Eurofordox, d'accord? Et vous regarderez chez les médecins, chez tous les médecins qui parlent, qui est financé très très largement par l'industrie pharmaceutique et qui n'est pas... Si vous pensez que les conflits d'intérêts n'existent pas, vous êtes un Français typique. Mais moi, je crois ça. Je pense que c'est là, vous me parlez d'autre chose. Moi, non. Je vous parle de la même chose. Vous verrez que Perron n'y est pas. Perron n'a pas reçu un sou depuis 6 ans de l'industrie pharmaceutique, ce qui lui donne une liberté que beaucoup de gens que vous passez votre temps à interviewer n'ont pas. Et vous n'avez qu'à regarder les gens que vous interviewez, s'ils ont été payés par l'industrie pharmaceutique ou pas. Regardez-les. Arrêtez de parler de complotisme. Il y a des gens qui sont payés et qui parlent de choses alors que c'est illégal. Vous ne devrez pas parler de choses sans dire, écoutez, j'ai un lien d'intérêt avec ça. J'ai été payé par Gilead, mais je vais vous recommander le remdesivir. C'est illégal. D'accord? Vous faites faire des choses illégales. Je suis désolé. Ça, c'est la réalité. C'est pas du complotisme.